Un jour, Jean-Marie Tjibaou a dit « Les Européens nous ont empêchés d'être ». Le racisme, la classification et la hiérarchisation des races est indissociable de la colonisation. Parce que le racisme a permis de légitimer l'entreprise coloniale. La spoliation des terres, l'exploitation des ressources et des corps. Nos corps. Nos corps, exotisés, humiliés, mutilés, séparés du reste de l'humanité, rassemblant des caractéristiques physiques et mentales préconçues et infériorisantes. Puisqu'aux yeux du colonisateur, Africains, Antillais, Kanaks, Maghrébins sont confondus dans une même représentation, celle du colonisé, du primitif. En 1947, le pasteur Lénart parlait des Kanaks en ces termes. L'anthropologie a montré comment le néo-calédonien a, dans sa structure physique, son squelette et ses muscles, des détails qui rappellent ceux de l'homme de Néandertal et sont parfois plus primitifs que ceux de cet homme de la préhistoire. En 1863, Broca, un des précurseurs de l'anthropologie physique, dit la chose suivante à propos des populations d'Afrique de l'Ouest. Le cerveau du noir, plus petit, se rapproche davantage de celui du singe anthropoïde que de celui de l'européen. Un siècle sépare ces deux discours, mais tous deux tentent d'enfermer le colonisé dans le même fantasme, celui de la supériorité blanche. Mais le racisme qui naît pendant la colonisation n'impose pas seulement l'idée de la supériorité blanche. Il hiérarchise les colonisés entre eux. Ainsi, le berbère est dit supérieur à l'arabe, le chinois est supérieur à l'africain, le tahitien est supérieur au kanak. Dans le Pacifique, le navigateur Dumont d'Urville propose dans les années 1830 un découpage géographique et racial toujours en vigueur aujourd'hui. Micronésie, Polynésie et Mélanésie. Le nom Mélanésie est donné en raison de la couleur de peau des habitants de ces îles, qu'ils ne visitent que quelques jours. Et selon lui, il s'agirait d'une race noire venue d'Afrique, qu'il considère inférieure à leurs voisins polynésiens de la race dite cuivrée. Leur disposition et leur intelligence sont aussi généralement bien inférieures à celles de la race cuivrée. Mais il ne se contente pas de donner son avis sur la prétendue infériorité intellectuelle des Mélanésiens. Il décrit aussi leur physique de la façon suivante. Toutes les nations qui habitent cette grande division de la Mélanésie sont des hommes d'une couleur noirâtre plus ou moins foncée, à cheveux frisés ou crépus, ou quelquefois presque laineux, avec un nez épaté et une grande bouche, des traits désagréables et des membres souvent très grêles et rarement bien conformés. Les femmes sont encore plus hideuses que les hommes, surtout celles qui en nourrissent. Popinées, ponoches, dès le début de la colonisation, la féminité des femmes kanaks est niée par l'oppresseur. Considérée noire, laide, poilue, dans son essai « Malaise dans la colonisation, terre éparse et île noire », Selwa Luste Boulbina écrit « Elle n'était pas dans le regard colonial des toutes femmes, mais des presque femmes. » Ce type de description faite par les navigateurs, les missionnaires, l'administration coloniale sont présentes dans la majorité des îles dites mélanésiennes. Elles ne hiérarchisent pas seulement les races. Elles hiérarchisent aussi ce qu'on considère être la féminité. Qui est belle, qui ne peut pas l'être. Qui est une femme, qui ne peut pas l'être. Qui est humaine et qui ne peut pas l'être. Je suis née en 1999. Plus d'un siècle et demi après les écrits de Dumont d'Urville. Et pourtant, j'ai grandi dans un pays où on ne parle jamais de beauté mélanésienne. Jamais de beauté kanak. Seulement lorsqu'elle est métissée, diluée, anoblie par d'autres traits. Européens, asiatiques, parfois polynésiens, même antillais, mais jamais kanak. Je me souviens, enfant, d'avoir un jour joué avec ma demi-sœur qui est kanak et noire de peau. Nous étions chez un ami blanc de mon père. Son fils, du même âge que moi, ne voulait seulement jouer qu'avec moi. Et lorsque ma petite sœur approchait, il grognait, lui ordonnant de partir en lui disant qu'elle était moche, qu'elle était noire. Je me rappelle m'être sentie interdite. J'avais déjà été témoin de racisme, mais la situation avait rapidement été évacuée, mise sous scellé. C'était quelque chose qui n'existait pas, qui n'existait plus. Et pourtant, tous les trois, enfants du début des années 2000,
nous rejouions l'histoire. Du colon et du colonisé, de la petite fille noire humiliée. J'ai souvent repensé à cette scène en grandissant, sans pourtant jamais en parler à ma sœur ou à mon père, restant dans mon silence d'enfant, désarmé, témoin et complice. Plus tard, j'ai continué d'être témoin et confidente d'amis qui vivaient quotidiennement de la misogynie noire. Ce concept, théorisé par la chercheuse afro-américaine Moya Bailey, désigne la forme spécifique d'oppression qui lie racisme et sexisme, dirigée contre les femmes noires. Cette oppression, mes amis la vivaient quotidiennement, par des humiliations et des violences. À l'école, au travail, dans la rue, avec leurs amis, dans leurs relations amoureuses et parfois même au sein de leur famille. Témoigner, transmettre, se raconter. Quête, le podcast des ultramarins. Épisode 9. La parole aux Mélanésiennes. J'ai voulu appeler cet épisode La parole aux Mélanésiennes en m'inspirant de l'ouvrage d'Awa Thiam, précurseur du féminisme noir en France, La parole aux négresses. Même si dans cet épisode, contrairement à Awa Thiam, je suis très loin d'aborder toutes les problématiques sociales, politiques et économiques auxquelles les femmes mélanésiennes sont confrontées en Océanie. Mais j'avais envie de donner ce titre, premièrement en hommage à cette grande chercheuse, et aussi parce que j'ai rarement pu consulter des contenus où je pouvais entendre des femmes d'origine mélanésienne se livrer à cœur ouvert sur des souffrances qu'elles ont pu vivre. Et ça m'a terriblement manqué. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager le récit de 3 femmes de mon entourage. Bonjour, je me présente. Alors, je m'appelle Sandrina, j'ai 28 ans. Je suis née et j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie au Mont d'Or, mais je suis originaire du Vanuatu. Bonjour, je m'appelle Eurydice et je suis d'origine antillaise et kanak. Alors, je m'appelle Aline Ngazo et je viens de Lifou, en Nouvelle-Calédonie. Chapitre 1. Grandir sans représentation. Dans mon enfance, c'est vrai que je n'ai pas de souvenir de femmes noires représentées dans les médias. Pour moi, à l'époque, c'était tout à fait normal. Parce que comme tu sais, on vient d'une culture dans le Pacifique où vraiment, pendant des années et des années, les personnes de couleur blanche, elles étaient vues comme plus intelligentes et supérieures à nous. Je me faisais tout le temps insulter par rapport à ma couleur de peau. Ça, c'était des critiques qui venaient encore de Mélanésiens comme moi, mais qui, eux, étaient beaucoup plus clairs de peau que moi. Ou je me faisais insulter par rapport à mes origines. On me disait des choses du genre... déjà, je m'excuse déjà du langage, mais... enculé de Vanuatu, dégage chez toi, t'es pas chez toi ici. Ou... c'était vraiment... On pouvait même insulter ma famille, alors que... j'étais à l'école pour apprendre. Et toi, tu viens, tu m'agresses par rapport à quelque chose que j'ai même pas choisi. J'ai ressenti énormément de complexe par rapport à des filles qui étaient plus claires que moi. Sur les réseaux, par exemple, dans les groupes, à l'époque, il y avait des petits groupes Facebook là, où ça a publié les filles les plus belles de la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce genre de groupe, il y avait plus de filles métisses ou blanches qui étaient postées que des femmes noires. Donc forcément, quand tu vois ce genre de choses dans ton adolescence, tu te dis, en fait, pour être belle, pour répondre aux critères de beauté de la Nouvelle-Calédonie, il faut être claire de peau, il faut être métisse, ou il faut être ci, ou il faut être ça. Ça crée énormément de complexes après. J'avais un peu honte, on va dire, à l'époque d'être vanuataise, parce que quand je disais que j'étais vanuataise, je me faisais tout le temps insulter, ou on me faisait tout le temps des remarques. Quand j'étais en maternelle, j'étais dans une école où il y avait que... La majorité, c'était que des enfants blancs. Alors nous, qui avons la peau noire, on n'était pas beaucoup. Je pense qu'on se comptait sur les 10 doigts de la main. Pour ma part, c'était le seul modèle que j'avais. Et donc pour moi, c'était beau d'avoir les cheveux lisses. De petites anecdotes. Tous les matins, ma mère me coiffait pour aller à l'école. Mais impec, chignon bien fait... bien plaqué, ou sinon elle me faisait des couettes et tout. C'était le jour de la photo de classe. Alors il y avait photo de classe et photo individuelle. Elle m'avait bien coiffée, elle m'avait fait un chignon.
Et en fait, vient le moment où c'est mon tour de faire la photo individuelle. Quand ma mère a reçu la photo, elle me dit mais t'as fait quoi à tes cheveux? Et en fait, juste avant de faire la photo, tellement j'étais persuadée que c'était plus beau d'avoir des cheveux lisses, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait tous mes cheveux à l'avant et j'en ai fait une frange. Genre, j'ai vraiment fait comme si j'avais des cheveux lisses, quoi. Je passais mes cheveux derrière l'oreille alors que pas du tout, ça tenait pas. Mais j'étais persuadée que c'était ça l'idéal de beauté. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça vient très tôt, cette perception-là, en fait, de la beauté. Parce que déjà, tu le vois juste au niveau des jouets. Il n'y avait que des Barbies de couleur de peau blanche avec les cheveux jaunes, les cheveux lisses. Les Barbies peau noire ou peau métissée, elles sont arrivées plus tard. Alors ma génération à moi, enfin moi j'avais cette mentalité-là dès maternelle. Mais c'est un peu de la souffrance mentale dans le sens où tu es persuadé que c'est ça, l'idéal de beauté. Donc tu essaies de tout faire à ce jeune âge pour atteindre cet idéal-là. Moi, je suis née à Lifou. Avec mes parents, on a déménagé à Nouméa quand j'allais rentrer en CP. Je suis arrivée à Nouméa et ça a été très difficile parce que déjà, moi, je n'arrivais pas à parler correctement le français. Comme ça se voyait, j'étais une fille de la tribu qui venait d'arriver de la tribu. Bah, moi, j'étais souvent de mise de côté. Genre, souvent, la plupart des gens de ma classe, bah, c'était des blancs, des caldoches. Et il y avait quoi, peut-être quelques Kanaks. Il n'y en avait pas beaucoup en vrai dans ma classe. Et bah, j'avais du mal à m'intégrer, quoi, à me faire des amis. J'avais des copines, tu sais, c'était des caldoches, tu vois, mais moi, je les trouvais trop belles et des métisses. Et moi, je voulais absolument être copine avec elles parce que pour moi, je les trouvais trop stylées, trop belles. Pour moi, elles ressemblaient aux meufs comme dans les films, tu vois. Bah, tellement que je voulais être comme elles et rester avec elles, bah, je disais oui à tout. Je disais oui à tout pour absolument m'intégrer dans leur bande, quoi. J'avais une copine et tout, moi je voulais trop jouer avec elle et tout. Genre, elle m'a dit, oui, bah, si tu veux traîner avec moi, bah, tu te mets à genoux, tu fais le cheval. Je fais le cheval, j'étais en mode, ok, bah, tu sais, pour moi, c'était normal. Elle montait sur moi, moi j'étais en bas, mais à l'époque, je trouvais ça normal, tu vois, genre, j'ai accepté, quoi. Chapitre 2. Le regard des autres. En arrivant au collège, tu sais, c'était un peu la période où je pouvais commencer à m'exprimer, à m'habiller comme je voulais. Et le fait, en fait, si tu veux, de recevoir toujours des commentaires négatifs déjà par rapport à ma couleur de peau, par rapport à mes origines, j'étais un peu, on va dire, complexée. Quand je mettais des hauts ou quand je mettais des robes, j'avais toujours des remarques, tout le temps des remarques. Et si tu veux, à cette période-là, j'avais l'impression, en gros, que quand on voulait un peu éteindre ma personnalité. J'avais complètement perdu confiance en moi pendant de longues années, au point que tellement le regard des gens pesait sur moi, en fait leur regard avait pris de l'importance dans comment je devais m'habiller, comment je devais me coiffer, comment ils devaient me voir. J'ai longtemps caché mes cheveux naturels parce que j'étais persuadée que en fait d'avoir mes cheveux crépus c'était moche, vraiment. Qu'au final je les cachais parce que je voulais pas leur donner une raison de plus pour se moquer de moi en fait. Pareil, si je devais aller au magasin à même pas 5 minutes de chez moi, il fallait que mes yeux soient maquillés parce que sortir au naturel, ah non, 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 c'était pas possible, ils allaient se moquer de moi encore. Non, je voulais pas de ça. Des fois, j'avais des remarques de membres de ma famille, mais tcha, mais t'as pas besoin de faire ça pour aller au magasin. Mais en fait, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte et ils ne savaient pas de ce que je vivais en fait à l'extérieur au quotidien. Parce qu'en fait, j'avais un style vestimentaire
assez différent des autres. Je m'habillais très près du corps, des fois je m'habillais un peu plus garçon, enfin j'avais vraiment un style vestimentaire varié. Pareil pour mes coiffures elles étaient tout le temps hors normes entre guillemets, j'avais de la couleur sur la tête, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Que du coup on me pointait beaucoup du doigt par rapport à ça. Ben on me critiquait par rapport à mon physique, au niveau de mon visage, parce que j'ai un front qu'on voit quand même, donc du coup on se moquait beaucoup de moi par rapport à ça. Ça pouvait être au centre-ville, des fois il y avait des bandes de garçons ou même des filles qui criaient, enfin qui ciblaient en fait cette partie-là de mon visage et qui criaient fort devant des dizaines de personnes qui ne faisaient rien. Donc du coup, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment traumatisée, que j'ai beaucoup complexé par rapport à ça, et même encore à l'heure actuelle. J'appréhendais le moment où j'allais prendre le bus, au moment où j'allais descendre au centre-ville. Je me demandais ce que je faisais ici. Quand j'étais au collège, il y avait un garçon de ma classe, il me disait ouais, j'invite les filles et tout. Enfin, c'était souvent, enfin, il invitait les blanches, quoi. Et je les invite et tout à la piscine chez moi, et après on ira à la rivière et tout. Et moi je lui demande, ah mais pourquoi tu veux pas m'inviter? Bah direct il a dit, non, pas, bah, pas toi, parce que voilà, t'es pas pareil. Et moi sur le moment, tu vois, j'avais pas compris. C'est peut-être quelques années après que j'ai compris en fait pourquoi il avait dit ça. Au collège et même au lycée, pour moi, genre quand je voyais une blanche ou une métisse, direct dans ma tête, je me dis, ah, elle est plus belle que moi. Ah, elle est plus belle que moi. Et c'est dommage, genre, que j'ai eu cette mentalité-là. Parfum bon marché, talons de 15 centimètres, pantalon moulant, fille civilisée. Cheveux de laine d'acier, rêches et frisés, à présent doux comme la fibre de coco, maintenus par une douzaine de pinces. Peau noire charbon, peinte en rouge, sourcils broussailleux, épilés, puis redessinés. Qui suis-je? Mélanésienne, caucasienne ou métisse, décide-toi. Où vais-je? En avant, en arrière, immobile? Comment dois-je m'appeler? Madame? Mademoiselle? Pourquoi est-ce que je fais ça? Imitation. Qu'y a-t-il de mal à cela? Civilisation. Fille civilisée, Julie Makini. Quand tu es une femme noire, particulièrement d'origine mélanésienne, parce que ça peut être kanak, enfin moi je parle parce que je suis métisse kanak, mais j'ai aussi d'autres, des amis à moi, des sœurs à moi qui viennent d'ailleurs, elles se sont déjà fait pointer du doigt parce que justement elles portaient peut-être une robe trop moulante ou elles portaient peut-être un short, donc automatiquement on te dit ah tu fais comme les blanches. Ben non en fait, c'est c'est mon style vestimentaire, je porte ce que je veux. Après ici, on est dans une société aussi où c'est quand même très, on est très dans le respect. Mais ça, tu vois, on l'oublie pas. Parce que, par exemple, moi, si je monte chez moi dans le nord, je sais ce que je dois porter, je sais ce que je ne dois pas porter. Mais ici sur Nouméa, c'est pas fréquent, mais c'est déjà arrivé qu'il y en a, ils n'hésitent pas à dire ah tu fais comme les blancs, tu fais comme les blanches. C'est que ce soit fille ou garçon, hein. Dès que tu t'habilles un peu trop bien, un peu trop près du corps pour les filles, on te pointe du doigt. Et de toute façon, on le remarque bien quand t'as les jeunes du pays qui partent à l'étranger pour leurs études ou autres, que ce soit les filles ou les garçons, leur style vestimentaire change complètement. Et je pense qu'ils se sentent entre guillemets libérés parce que du coup ils doivent se dire ben il y aura personne pour me juger ou me pointer du doigt si je porte ça ou ça. Chapitre 3. Beauté mélanésienne. Comment ça se fait que on m'a pas appris à aimer ma couleur de peau et mes cheveux crépus, tout ça, tu vois? Ça, on parlait pas de la beauté kanak. Ma mère, tu vois, elle fait des robes et tout, tu vois, elle parle juste des robes, elle fait ouais, c'est joli et tout sur la femme kanak, mais jamais on a parlé de non, il faut que tu t'aimes toi en tant que femme noire, tu vois, on parlait jamais de ça, ou enfin, c'était pas des choses
Quand on mettait ça, genre, à table et tout, on parlait jamais de ça, de la beauté de la femme. Tu vois, je suis arrivée ici en France en 2021. Comme moi, je suis au handball. Bah, je me suis entourée de femmes noires, de filles noires et tout. Et les filles, elles m'ont appris, ouais, ça, genre, elles m'ont appris à kiffer et tout. Non, mais Aline, c'est joli, justement, ton afro, tu devrais, machin, tu devrais te mettre plus en valeur et tout. Et là, je me suis dit, mais waouh, mais alors que quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, on me parlait rarement comme ça. Je me suis sentie plus en valeur depuis que je suis venue ici et qu'on m'a ouvert un peu les yeux par rapport à ma couleur de peau. Je suis très fière de la femme que je suis devenue. Je m'assume à 100%. Bon, il est vrai qu'il y a des jours où j'ai une petite baisse de confiance en moi, mais c'est normal, on est humain. J'assume ma couleur de peau, j'assume mes origines, je suis très fière d'être vanoitaise. Je fais plus attention en fait aux critiques. Et ça, c'est vraiment en grandissant que tu apprends ça. Le point de vue que j'ai sur moi, ben voilà, il a changé encore plus que maintenant je suis devenue maman. J'ai pris beaucoup de poids. Je m'en fiche, je m'assume à 100%. Mes cheveux, là, il y a des fois, je lâche mes cheveux, j'attache pas, alors que c'est quelque chose qu'avant je ne faisais jamais. J'étais toujours en train d'attacher mes cheveux, plaquer, faire en sorte qu'il n'y ait même pas un poil qui sortait, parce que j'avais honte. Il y avait beaucoup de gêne. Aujourd'hui, j'ai plus tout ça. J'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à des défilés où là, ça a été un très grand défi pour moi parce que pour une personne qui avait peur du regard des autres, je devais les affronter, ces regards justement. Je peux dire que cette expérience, elle m'a beaucoup apporté dans mon processus d'acceptation de ma personne, si je peux dire ça comme ça. À l'heure actuelle, aujourd'hui, j'aime mes cheveux, j'aime ma couleur de peau, j'aime qui je suis au final, et même s'il y a des moments où mon moral retombe au plus bas, je me rappelle en fait que non, il faut que je sois fière de qui je suis. Conclusion. Vœux pour le futur. J'aimerais juste qu'ici au pays, on arrête de critiquer, de juger la femme noire parce qu'elle ose se mettre en valeur. Que justement, il faut la considérer telle qu'elle est, il faut la complimenter, il faut la rassurer, il faut lui dire que elle est importante et que surtout toutes les femmes noires, métisses, blanches du pays puissent s'élever entre elles, qu'on soit une lumière pour chacune. À la petite fille que j'étais, je lui dirais qu'elle est magnifique. Magnifique avec ses cheveux crépus, coiffés ou pas coiffés. Magnifique avec sa peau noire et sa peau encore plus noire quand elle va se baigner à la rivière ou à la mer en plein soleil et qu'elle garde toujours confiance en elle malgré tout ce qu'on pourra lui dire. Et je lui dirais aussi merci parce que sans son courage, sans sa force mentale dont elle a fait preuve durant son enfance, son adolescence, j'en serais pas là aujourd'hui. Je suis tout le monde et pourtant je ne suis personne. Une ombre dans la lumière, un murmure dans la tempête. Un écho fugitif dans les couloirs du temps. Je serre. Pourtant on me réduit au silence. Une sentinelle silencieuse dans la nuit. Je suis battue, pourtant je respire. Une flamme qui ne meurt jamais. Dans le cœur de beaucoup, je demeure. Une force invisible, mais toujours présente. Je suis la force chez les faibles, la voix chez les sans-voix. Je suis femme. Je suis femme. Un paradoxe de l'existence. Une danse de lumière et d'ombre. Toujours ascendante, toujours déclinante. Woman Mélanésie, Sarah McCartney.